On a déjà vu dans UV1 saison 1, épisode 1, un survol des caractéristiques à rassembler pour définir le vivant, pour le distinguer du non-vivant. On avait divisé ces caractéristiques en 7 sous un acronyme CREGRA. Revoyons plus en détail chacun de ces facteurs. Les cellules. Que ce soit une seule pour les organismes unicellulaires ou des dizaines de milliards pour les pluricellulaires, la cellule est le point de départ du vivant. Chaque être vivant pluricellulaire, peu importe son niveau de complexité, doit être organisé selon le modèle suivant. Une particule subatomique, composée des protons, électrons, neutrons ou encore plus petits les quarks, qui forment les atomes, carbone, hydrogène, oxygène et azote principalement dans le vivant, qui forment des molécules, l'eau, H2O en majorité, ou glucose, acide aminé, qui forment les macromolécules, protéines, glucides, lipides, ADN, qui s'assemblent pour former les organites, noyaux, cytoplasme. Plusieurs organites spécialisés se mettent ensemble pour former la cellule telle qu'on la connaît. Nous reverrons dans la saison 2 le concept de la cellule plus en détail. Les cellules semblables vont s'assembler pour former des tissus, le tissu musculaire, le tissu épithélial par exemple, qui vont à leur tour former les organes comme le cœur et ensuite les systèmes respiratoires, cardiaques, digestifs, et chacun, interdépendant des autres, forme l'organisme vivant. La reproduction. Tous les êtres vivants ont une durée de vie limitée. S'il existe encore des vivants sur Terre, c'est grâce à la reproduction. Seuls les êtres vivants ont cette capacité de se reproduire et de créer des êtres qui leur ressemblent. C'est grâce à l'ADN que les caractéristiques spécifiques d'une espèce sont transmises des parents à ses descendants. On reverra en détail comment se produit cette transmission des gènes des parents aux enfants dans la vidéo Bio 5, saison 1, épisode 3. Il existe 2 types de reproduction. La reproduction asexuée, qui se produit principalement chez les organismes unicellulaires. Elle se caractérise par une reproduction qui ne demande qu'un seul individu et crée des clones de cet individu. Cette technique de reproduction est plutôt rapide, demande peu d'énergie, mais crée des individus plus fragiles au bouleversement dans l'environnement. Le deuxième type de reproduction, celle sexuée, demande la participation de 2 individus. Elle demande plus d'énergie, prend plus de temps, mais crée des descendants plus résistants aux changements car ils sont génétiquement différents. Pour de nombreux exemples sur la reproduction, tant animale que végétale, je t'invite à visionner ou à revisionner les vidéos UV1, saison 1, épisode 4 et 5. Les échanges. L'organisme vivant est en constante interaction avec son milieu. Il fait des échanges avec les autres êtres vivants et influence également les facteurs abiotiques qui l'entourent. Je divise les échanges en 2 grandes catégories. Les échanges de molécules, lorsqu'ils s'alimentent, respirent par exemple, et les échanges d'énergie lorsqu'ils effectuent des activités. La course lors de la chasse par exemple. Cette division est pour simplifier les choses car dans l'ensemble des activités métaboliques de l'être vivant, il y a des échanges à la fois de molécules et d'énergie. Les échanges de molécules. Les réactions chimiques qui se produisent dans la matière vivante constituent le métabolisme. Les molécules entrent dans l'organisme par l'ingestion, la digestion et l'absorption des aliments et par la respiration. Les surplus seront éliminés par les selles, l'urine, la transpiration ou l'expiration. Ces molécules vont subir plusieurs transformations qu'on va diviser en 2 grandes catégories. Les réactions cataboliques, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui décomposent les molécules. Elles produisent de la chaleur et de l'énergie. Exemple, tu as vu de nombreuses réactions de décomposition lors de l'étude de la digestion. Ici, on voit la digestion du saccharose en glucose et en fructose. Ces réactions sont très nombreuses et peuvent se résumer sur ce schéma. C'est ce qu'on appelle la carte métabolique. C'est un peu un résumé de tous les processus métaboliques qui se produisent à l'intérieur de ton corps. D'un autre côté, on a les réactions anaboliques, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui construisent des molécules plus complexes à partir des molécules plus simples. Les petites briques produites par catabolisme sont assemblées pour former tous les constituants de la cellule. La photosynthèse est un bon exemple de la fabrication du glucose à partir de gaz carbonique. Les échanges d'énergie. Lorsqu'un organisme se meut, il y a un échange d'énergie avec l'environnement. En effet, chaque mouvement est le résultat de réactions chimiques au niveau cellulaire qui libèrent de l'énergie.
Cette réaction est la respiration cellulaire. Chez les animaux, certains mouvements de locomotion sont très apparents. Ils peuvent ainsi se déplacer d'un endroit à l'autre. Exemple, marcher, voler, sauter. Chez les plantes, les mouvements sont plus discrets. Par exemple, on va voir les plantes qui orientent leurs feuilles vers la lumière pour avoir une photosynthèse optimale. Ou, par exemple, l'éclatement des bourgeons au printemps. On a également des mouvements chez les cellules, mais ces mouvements sont visibles qu'au microscope. Certaines cellules ont des parties qui leur permettent de se déplacer. Un déplacement qui ressemble un peu à la nage. C'est le cas de la flagelle du spermatozoïde. Pour d'autres, le mouvement se fait à l'intérieur du cytoplasme. C'est le cas de la cyclose, qui est particulièrement fréquent chez les cellules végétales. Donc, dans cette animation-là, on voit les chloroplastes qui tournent à l'intérieur de la cellule. Quatrième critère, la croissance et le développement. Donc, je grandis, le G. La croissance d'un être vivant ne se fait pas par l'addition externe d'éléments comme les cristaux de sel ou de sucre. En effet, les substances venant de l'extérieur sont traitées et métabolisées à nouveau selon les directives propres à chaque individu. La taille des vivants et la période de croissance est limitée et différente pour chaque espèce. La croissance des unicellulaires est limitée par la taille maximale qu'une cellule peut prendre. Cette taille maximale se définit par le fait que le contenu de la cellule ne peut pas occuper un plus grand volume, la membrane cellulaire ne peut gérer en échange avec l'extérieur. C'est-à-dire que la membrane doit être suffisamment grande pour assurer un échange avec l'extérieur. Chez les organismes pluricellulaires, la croissance est limitée par des facteurs tels que la disponibilité des nutriments, de l'oxygène et de l'espace. Ils doivent également maintenir un équilibre entre la taille et leur environnement. Par exemple, les plantes doivent trouver un équilibre entre leur taille et la quantité de lumière disponible. La durée de la croissance est également variable selon les espèces. Les plantes vont pouvoir croître tout au long de leur vie avec des vitesses variables. Chez les animaux, on a plutôt une forte période de croissance au début de la vie et ensuite une période de stabilité consacrée à d'autres priorités comme la reproduction. La réparation. La réparation est un processus fondamental pour la survie et le maintien de la santé chez les êtres vivants. Ce processus permet de remplacer les tissus endommagés ou perdus. Chez les animaux, la capacité de régénération varie considérablement selon les espèces. Certains animaux, comme les étoiles de mer et les salamandres, ont une capacité de régénération exceptionnelle, tandis que d'autres, comme les humains, ont des capacités limitées. Néanmoins, chez les humains, la capacité de régénération est souvent suffisante pour permettre la guérison des blessures et des maladies. La régénération est particulièrement importante pour les organismes qui sont soumis à des conditions environnementales extrêmes, comme les plantes qui doivent être capables de récupérer rapidement après une sécheresse ou une tempête. La réparation et la régénération sont des processus complexes qui impliquent la division des cellules, la différenciation et la prolifération des cellules souches, ainsi que des processus cellulaires complexes. La meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents pourrait permettre l'élaboration de nouveaux traitements chez l'homme. Les adaptations. L'adaptation est le processus par lequel certains types d'organismes se transforment pour être mieux adaptés à leur milieu. On retrouve de nombreux exemples d'adaptation dans les vidéos UV1 saison 1 épisode 4 parties 1 et 2. Quand surviennent des modifications dans l'environnement, comme un feu de forêt ou une maladie par exemple, les organismes incapables de survivre vont émigrer ou mourir. Certains vivants possèdent dans leur gène un potentiel de variation génétique. Ils pourront alors s'adapter et survivre. Par exemple, certains micro-organismes capables de synthétiser une enzyme, la pénicillase, vont survivre et s'adapter en présence de pénicilline. Cette possibilité de variation est une caractéristique des êtres vivants qui a joué un grand rôle dans l'évolution. Comptabiliser ce potentiel de variation de chaque caractère des individus. On mesure la taille des individus, leurs réflexes, leur capacité respiratoire, la longueur de leurs oreilles, etc. Ici, nous avons 16 photos de coccinelles qui appartiennent toutes à la même espèce, la coccinelle arlequin. On voit une grande variabilité dans la coloration des élytres. Dans une population, tous les traits caractéristiques ne sont jamais totalement identiques d'un individu à l'autre. Notre coccinelle est un bon exemple. Il existe une variation intraspécifique du caractère, c'est-à-dire à l'intérieur de la même espèce. Toute variation se traduit graphiquement par une courbe de distribution normale qu'on appelle la courbe de Gauss. Cette courbe nous indique que pour un caractère donné,
La majorité des individus d'une espèce possèdent le caractère moyen, alors que d'autres, minoritaires, possèdent une variante positive ou négative de ce caractère. La variation d'un caractère contribue à la diversité des êtres vivants. C'est dans les extrêmes qu'on trouvera les individus qui pourront s'adapter lorsqu'un changement dans l'environnement va survenir. Les stimuli. La réaction aux stimuli, aussi appelée irritabilité, est la capacité des êtres vivants à réagir à un stimulus externe. Les plantes, par exemple, peuvent réagir à la lumière en se tournant vers elle ou en l'absorbant pour la photosynthèse. Les animaux, quant à eux, peuvent réagir à des stimuli tels que la douleur, la chaleur, le froid et les sons. L'irritabilité permet aux êtres vivants de s'adapter rapidement aux changements de leur environnement et d'ajuster leur comportement en conséquence. Les réactions d'irritabilité peuvent être des réponses automatiques comme un réflexe ou des comportements plus complexes comme une réponse de fuite ou de défense chez les animaux. En fin de compte, l'irritabilité est un caractère essentiel pour la survie et la croissance des êtres vivants dans leur environnement. En résumé, pour définir un être vivant, il faut pouvoir prouver que cet organisme est fait de cellules, se reproduit, fait des échanges avec le milieu, grandit une partie de sa vie, se répare en cas de blessure, s'adapte aux changements dans le milieu et réagit aux stimuli. Dans la prochaine série, nous explorerons les racines de l'arbre dans notre analogie de la biologie pour comprendre les bases de cette science très vaste.